Bonjour, si vous pouvez descendre s'il vous plaît, la journée va démarrer. S'il y a un représentant des services de l'État, il y a un représentant du Conseil général, ils peuvent être présents aussi en tribune s'il vous plaît. Donc bonjour et bienvenue à cette cinquième journée de rencontre des acteurs SIG du département des Pyrénées-Orientales, accueillie par l'agglomération Perpignan cette année. Donc merci d'avance d'être aussi nombreux à cette journée-là. Donc vu les derniers estimatifs, il y avait encore des inscriptions hier soir. Je crois qu'on est 85 inscrits. Donc merci à tous déjà d'être présents. Au nom des co-organisateurs, donc le Conseil général, les services de l'État, la DDTM, l'ORCA et l'agglomération. Donc on va essayer d'organiser au mieux cette journée avec un timing assez serré. Vous l'avez vu sur la pochette d'accueil, où vous avez le planning de la journée, le programme. Vous y retrouverez aussi la liste des intervenants, la liste des participants à la journée, avec les contacts, mail et téléphone si vous souhaitez leur envoyer des informations. Vous avez aussi, entre autres, c'est un détail, mais en termes d'organisation, ça ne l'est pas, le menu du repas de midi pour ceux qui seront présents. Donc, vu qu'on ne fait pas restauration ici, on a fait un menu unique. Si jamais il y a un vrai souci dans le menu, merci de venir nous voir avant midi pour qu'on puisse prévenir le restaurant. Donc je demanderai à chaque intervenant d'être assez rigoureux sur le timing. On va essayer de démarrer à l'heure et de terminer à l'heure. Normalement, on doit finir la matinée à midi, voire midi et quart, pour aller au restaurant qui se trouve à 2 pâtés de maison ici. Donc on sortira tous par l'amphithéâtre par derrière, dans le parvis, et on ira tous, il y a à peu près 200 mètres à faire pour aller au restaurant. Le but étant d'être là à 13h30 à peu près pour que l'introduction soit faite par Jean-Michel Ferry à 13h45. Donc on terminera la journée aussi sur une table ronde. On fera la conclusion des interventions qui ont été faites dans la journée et on essaiera d'ouvrir un débat sur le thème de la journée qui est le partage de l'information géographique de l'expert à l'utilisateur. Serge, si tu veux rajouter quelque chose avant... Non ? Donc José Yoré, vice-président délégué au SIG communautaire, va faire l'introduction de la journée. C'est bon, vous pouvez y aller. Merci Frédéric. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vois que d'entrée, on ne perd pas le côté pratique et on pense déjà manger, alors qu'on n'a pas commencé la journée. C'est bien. Au nom de Perpignan Méditerranée et en tant qu'élu délégué au SIG communautaire, je suis heureux de vous accueillir à nouveau sur l'hôtel d'agglomération pour les 5e rencontres des acteurs SIG des Pyrénées-Orientales. Cette nouvelle édition souligne l'importance prise par cette manifestation pour les acteurs directs et indirects de l'information géographique à l'échelle locale. L'évolution du nombre d'inscrits depuis 2009 en atteste avec un millésime 2013 qui au départ réunissait 70 personnes, mais nous sommes montés à combien 84. On a modifié le graphique, c'est bien. Mais c'est une bonne chose, ça permet de voir que ces journées sont une réussite. Au-delà du nombre, c'est l'intérêt de l'événement qu'il faut souligner, car il permet à chacun d'entre vous de suivre et de débattre de l'actualité SIG, très riche depuis quelques années. Il se fait le relais également des autres manifestations régionales ou nationales auxquelles certaines ne peuvent pas assister. Mais encore,
il commence à avoir une dimension extra-départementale, voyant certains acteurs régionaux s'y inscrire. Je pense notamment aux communautés d'agglomération du Grand Narbonne et de Béziers-Méditerranée, ou encore à l'association SIG Languedoc-Roussillon, qui a très tôt répondu présente à cet événement. Alors, nous passons au planning de la journée, en suivant, si on veut bien. Merci. Alors, comme chaque année, un thème SIG est mis en avant. Le millésime 2013 tournera autour du partage de l'information géographique et surtout comment celui-ci se fait des géomaticiens vers les différents publics potentiels utilisateurs de ces services. À travers l'actualité SIG et les retours d'expérience, vous pourrez juger de l'élargissement d'une culture SIG locale régionale. Les co-organisateurs CG66, ORCA, DDTM, PMCA ont essayé de faire en sorte que soient représentés dans l'ordre du jour les principales strates, les principaux producteurs et utilisateurs de l'information géographique publique locale. Parmi vous sont présents des représentants des services de l'État, de la région, de conseils généraux, de chambres consulaires, de pays, de communautés de communes ou d'agglomérations, de communes ou d'associations, d'universités, mais aussi des revendeurs de solutions logicielles et des producteurs de données. Où en est le SIG de Perpignan-Méditerranée? Vous le verrez tout au long de cette rencontre technique. Perpignan-Méditerranée travaille sur des outils de partage de son information géographique communautaire. Cette réflexion est organisée autour d'un programme serveur géospatial qui permet aujourd'hui d'offrir des services SIG aux agents de Perpignan-Méditerranée et à court terme s'ouvrira vers ses partenaires publics et privés. Avant de conclure mon intervention, je tiens à remercier dès à présent l'ensemble des co-organisateurs de cette édition 2013, qui, je l'espère, sera fructueuse. Monsieur Jean-Pierre Dorme, chef de service mission études observatoire des territoires de la DDTM des Pyrénées-Orientales. Il n'est pas ici, non? Il sera là cet après-midi. Monsieur Olivier Cazeille, chef de pôle études et développement de la direction des technologies de l'information et de la communication du Conseil général des Pyrénées-Orientales, qui sera ici aussi. Ah, il va arriver. Bon, mais il va arriver en cours de... Monsieur Serge Herviou, chef de projet SIG, responsable du pôle ressources de l'agence d'urbanisme catalane. Il est là. Et monsieur Frédéric Carvalet, chef de projet SIG, responsable cellule SIG communautaire de Perpignan-Méditerranée, communauté d'agglomération. Alors, je souhaite que cet événement majeur annuel soit pérennisé tout au long des années et qu'il conserve le même succès que cette édition. Merci à tous de votre écoute et bonne rencontre. Merci José Horé de votre intervention. Donc il a repris quand même pas mal d'éléments, à savoir qu'on est un public assez varié, mais on travaille tous de manière directe ou indirecte sur le SIG. Donc il y a dans la salle des experts SIG, pas de souci à mon avis pour la journée, mais aussi des publics moins avertis. Donc surtout, ce qu'on propose, c'est que cette journée soit ouverte, qu'il y ait des débats. Vous avez tous devant vous donc des micros. Les micros ne sont pas fermés, ils sont libres. À tout moment, vous pouvez appuyer sur le bouton qui est devant vous pour lancer un débat. Surtout, n'hésitez pas par rapport à ça. Vous verrez dans la matinée, on a essayé de reprendre là, sur ce slide-là les interventions qui vont être faites. Donc, elle a été voulue descendante de la région vers le local. Vous voyez que les strates sont assez bien représentées. Et l'après-midi, le même principe, sauf que là, on est sur des retours d'expérience. Et vous allez voir qu'il y a des programmes qui ont été lancés au niveau régional, au niveau local, jusqu'aux communes. Donc la commune, là en question, ce sera la commune du Soleil, qui doit être présente ici. Par contre, on a eu un contretemps, la commune de Cabestany, dont le représentant doit être là ce matin, ne pourra pas venir cet après-midi. Donc on va essayer quand même de garder un timing là-dessus.
de faire en sorte qu'à 17 h, on puisse faire une clôture de la journée. Donc, le premier intervenant de la journée, c'est l'association Cigalaire, représentée par Laurent Pigache. Petit échange de présentation, ça va commencer. Okay. Bonjour à tous. Je m'appelle Laurent Pigache, je suis directeur des programmes à l'association SIG Languedoc-Roussillon. Nous sommes très heureux d'être parmi vous ce matin, et c'est toute la journée d'ailleurs. Nous nous attachons à venir tous les ans à cette journée départementale et même un petit peu interdépartementale, parce qu'il y a souvent des représentants au doigt. Cigalaire, c'est une association qui existe depuis presque 20 ans. Nous fêterons nos 20 ans l'année prochaine. J'y ai participé, moi, depuis 1995. Tout d'abord en tant que directeur régional de l'IGN. J'étais à l'époque fournisseur de données. Ensuite, pendant 7 ans et demi, au sein du Conseil général du Gard, où là, j'étais utilisateur de données. Et en même temps, j'étais... parce que Cigalaire fonctionne par groupe de travail, j'étais donc le responsable du groupe de travail mutualisation. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur depuis très longtemps. Et donc je suis très content que le sujet du jour porte sur les plateformes d'échange et plus généralement sur les échanges de données d'informations géographiques numériques. C'est effectivement le cœur de métier de Cigalaire depuis presque 20 ans, donc, à travers différentes actions, des actions d'achat mutualisé, des actions de partage d'expérience, des actions d'animation. Toute la région est couverte. Notre champ d'action, c'est la région tout entière. Et nous avons donc depuis très longtemps engagé des actions d'échange et de mutualisation. Cette année, une grande nouveauté. Cigalaire avait un site internet depuis quelques années qui n'était pas parfait, loin de là. Et donc, nous aussi, on organise une journée annuelle qui se tient au mois de mars. C'est la journée professionnelle de Cigalaire. Et donc, cette année, c'était le 25 mars, si mes souvenirs sont bons. Et à l'occasion de cette journée professionnelle, on a annoncé le lancement, le jour même, d'une véritable plateforme d'information géographique régionale. La différence avec le site précédent, c'est des facilités de téléchargement, c'est plein de fonctionnalités nouvelles. La vocation de cet outil, c'est d'être partagé par tous. Et donc, c'est l'objet de ma présentation d'aujourd'hui, de ce matin tout du moins. C'est de vous faire connaître un petit peu les objectifs de cet outil, ses fonctionnalités, et vous montrer plus particulièrement ce que vous pouvez en tirer. Donc en fait, là, j'ai dans un seul diaporama les différentes interventions que je vais faire. J'en ai une deuxième cet après-midi. Donc, ce matin, on va se concentrer sur les nouvelles de l'IDG, l'information de l'infrastructure de données géographiques du Languedoc-Roussillon.
Et je vais commencer par vous fournir quelques chiffres clés. Donc on a lancé cette nouvelle plateforme le 25 mars. Ça fait en gros jour pour jour 2 mois. Et il me paraissait opportun de vous donner des nouvelles à travers les différents chiffres clés. D'abord, ça va vous donner une idée du contenu. Dans cette plateforme d'échange, il y a déjà des cartes référencées au nom de 6. Le point d'entrée de ces cartes référencées, ce sont des catalogues de métadonnées, qui sont, et c'est un des objectifs, qui vous permettent de cataloguer vos données en étant conformes aux directives Inspire. On sait tous que c'est compliqué d'avoir un catalogue de données Inspire. Il n'y en a pas beaucoup qui ont des outils qui sont Inspiro-compatibles. Donc ça nous paraissait essentiel de vous fournir un outil partagé en ligne pour permettre de cataloguer vos données de manière conforme à la directive européenne. Ensuite, il y a un visualisateur qui permet de visualiser les données. Donc pour l'instant, ce sont essentiellement des données dont Sigalair est propriétaire. Il faut savoir que ce visualiseur, il est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que tous ceux qui ont envie de partager des données géographiques peuvent avoir accès à ce visualisateur, y remonter des données pour que tout le monde puisse y accéder via ce portail. On a actuellement 36 couches de données géographiques cataloguées. Je vous rappelle que ça fait que 2 mois qu'il est lancé, et en plus de ça, ça fait 1 mois que l'extracteur de données fonctionne réellement. Donc c'est déjà une belle performance. Et il y a déjà 32 couches de données que vous pouvez télécharger sur ce site. Et bien sûr, nous espérons que ce chiffre sera totalement exponentiel. C'est bien l'objectif. Il y a déjà 88 partenaires, membres de Sigalair, qui ont téléchargé des données, qui les ont extraites et téléchargées. Et puis on a de nombreux projets en cours sur l'intégration de nouveaux catalogues, sur l'intégration de nouvelles données, sur tout ce qui tourne autour de l'open data, les données libérées, et puis des partages collaboratifs. Et j'aurai l'occasion de revenir notamment sur un projet que nous avons avec les partenaires des Pyrénées-Orientales. En termes de fréquentation, on est assez content du résultat, puisqu'en 2 mois, on a eu 1216 visites, 900 visiteurs distincts. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Sigalair comporte 120 membres à peu près, essentiellement des acteurs publics, mais aussi quelques acteurs privés. Donc sur ces 120 membres, ça veut dire qu'on attire quand même beaucoup plus de gens qui ne sont pas encore membres de Sigalair, et je vous invite à rejoindre les rangs de Sigalair en faisant partie de nos membres. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un très faible taux de rebond. Le taux de rebond, c'est les gens qui arrivent sur le site et qui repartent tout de suite. Et en fait, il n'y a que 14% qui repartent tout de suite. Donc ça veut dire qu'on a que 86% de ceux qui viennent visiter le site qui restent pour aller feuilleter les différentes pages. En 2 mois, ça représente 10 000 pages vues, soit en moyenne donc 8 pages par visiteur, et une moyenne de 15 minutes par visite. Donc ça prouve bien que ceux qui viennent sur le site ne repartent pas tout de suite en se sauvant, et qu'il y a donc des choses intéressantes à découvrir sur ce portail. Alors, l'IDG a plusieurs objectifs qui respectent des grands principes, qui sont d'ailleurs les grands principes, je dirais, fondateurs de l'association Sigalair depuis toutes ces années. Le premier, j'en ai déjà parlé, c'était de fournir des outils, des services partagés. Et le premier d'entre eux, c'est donc le catalogue Inspiro-compatible, qui est accessible à tout le monde. Deuxième grand principe, c'est de fournir des informations qui soient accessibles à tous. N'importe qui peut se connecter au site de Sigalair. C'est un site, entre guillemets, grand public, même si le contenu reste vraiment géomatiquement orienté. Ça veut dire que vous pouvez accéder à des tas d'informations sur le fonctionnement de Sigalair, sur sa constitution, sur ses membres, sur l'annuaire, on va voir ça tout à l'heure. Et ensuite, il y a différents niveaux d'accréditation.
Très rapidement, quand vous allez être curieux, vous allez devoir vous identifier. Donc, j'insiste, hein, ça ne veut pas dire être membre de SIGLR, mais vous identifier, avoir un login, un mot de passe. Ça vous permettra d'accéder à des fonctionnalités supérieures. Ensuite, lorsque vous allez vouloir télécharger des données, là, vous allez avoir une accréditation de niveau 2 qui va être validée par notre administrateur de données, qui s'appelle Clara Lévesque. Certains d'entre vous la connaissent peut-être. Elle était à la région il n'y a pas encore très longtemps. Donc, ce niveau 2 vous permettra de télécharger des données beaucoup plus professionnelles, aussi bien, par exemple, sur des données par rapport au déploiement du très haut débit, sur les réseaux télécoms, des choses comme ça. SIGLR fonctionne depuis toujours sous forme de groupes de travail. Donc actuellement, je crois qu'on en a 8, si je me souviens bien. J'en parlerai cet après-midi. Ce sont des groupes de travail qui sont ouverts à tous. Il n'est pas nécessaire d'être membre de SIGLR pour participer à ces groupes de travail. Donc on a un groupe de travail sur l'IDG. On a un groupe de travail sur l'orthophoto, dont on parlera cet après-midi. On a un groupe de travail sur l'image satellite et l'occupation du sol. On a un groupe de travail sur le référentiel adresse. Je rebalayerai tous ces projets cet après-midi. Donc sachez que ces groupes de travail sont ouverts à tous. Donc si l'un d'entre eux vous intéresse dans la suite de mon discours, n'hésitez pas à nous contacter. Sur le site, sur le portail de l'IDG, il y a de toute façon une rubrique contact qui vous permet directement d'envoyer des messages en donnant vos aspirations, vos souhaits et vos besoins. Donc, comme je le disais, l'objectif de ce portail, c'est aussi de vous proposer des données téléchargeables ou visualisables. C'est aussi des services. Il y en a quelques-uns déjà qui sont en place. Il y en a d'autres qui vont se développer. Je prendrai pour exemple, je suis venu avec Olivier Lagaillarde qui vous présentera tout à l'heure plus spécifiquement la rubrique très haut débit. On a mis en place un outil de saisie partagée justement des déclarations de travaux selon l'article L49 de la loi. C'est typiquement un service proposé. Il y a la même chose pour le référentiel adresse pour les collectivités, j'en parlerai aussi cet après-midi, qui veulent, je dirais, rendre plus exhaustif la BD adresse de l'IGN. C'est un outil de saisie partagée qui est accessible aussi via l'IDG. Le grand principe de cette IDG n'est pas du tout de remplacer les plateformes existantes. La valeur ajoutée de SIGLR à travers cette IDG, c'est d'harmoniser, de fédérer et d'apporter une réelle valeur ajoutée sur des données qui proviennent de sources différentes. Je vais prendre un exemple très simple que tout le monde connaît. C'est, entre guillemets, ce qu'on appelle la carte scolaire. On a des données sur les lycées qui sont à la région, des données sur les universités qui sont à l'inspection d'académie, des données sur les collèges qui sont au département, des données sur les écoles qui sont dans les communes ou les agglos. Nous, notre objectif, c'est de consolider toutes ces données et de faire un site unique avec toutes les informations pour avoir une information exhaustive. Elle est là, notre valeur ajoutée. Ça n'empêche pas que, bien sûr, chaque collectivité ait ses propres données et ses propres sites, mais notre valeur ajoutée, elle est vraiment sur la consolidation de données qui sont exogènes, qui sont parfois hétéroclites, et que l'on harmonise et que l'on fusionne pour en faire toute une grande richesse. Donc ça, c'est la suite. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer... c'est de vous montrer le site. Je ne vais pas le parcourir en détail, hein, ça serait trop long. Mais je vais vous montrer les grandes rubriques, la logique, les grands principes. Et je vous laisserai ensuite vagabonder et laisser libre cours à votre curiosité pour aller y chercher toutes les informations nécessaires. D'accord. Oui. Il faut que tu connaisses mon login et mon mot de passe.
Oui, d'accord. Ok. Donc là, vous voyez la page d'accueil. Donc tout de suite, je me suis logué avec mon login et mon mot de passe pour avoir accès à toutes les rubriques. Mais d'emblée, lorsque vous arrivez sur le site, même sans login, même sans mot de passe, vous avez accès à toutes les informations de base. Donc ces informations de base, en particulier, il y a toutes les rubriques concernant l'association elle-même. J'ai un petit peu de mal à voir. Donc, dans cette rubrique, vous avez la structure, l'annuaire, vous devez avoir les actualités, les programmes, enfin plein de choses. Je vais gouvernance, je vais aller sur les actualités par exemple. Donc ici, par exemple, je sais que souvent, lorsqu'on vient à la JA 66, on fait souvent un retour sur la journée professionnelle qui s'est passée juste avant. Là, je ne vais pas vous faire ce retour. Justement, je vous invite par contre à venir sur le site pour voir toutes les présentations qui sont en ligne. Donc, oui, ça va mieux, merci. Par exemple, on avait aussi présenté, bien sûr, dans les actualités, la journée d'aujourd'hui. Donc, c'est l'agenda, en fait. C'est l'agenda avec les présentations en ligne pour suivre à distance tous les événements possibles. C'est aussi dans cette rubrique que vous avez la rubrique « Nous contacter » ici, qui est aussi d'ailleurs sur la page d'accueil en plus gros. Là, c'est un peu tronqué sur l'écran. Donc là, vous pouvez directement avoir nos coordonnées ou un formulaire de contact. C'est quelque chose de tout à fait classique. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Sur les événements, vous avez donc là aussi un agenda en ligne, plus sous forme de planning. Voilà, bon, il n'y a pas grand-chose ce mois-ci. Et puis surtout, alors là c'est vraiment, je tiens à insister dessus, ici vous avez une rubrique groupe de travail. C'est vraiment un espace collaboratif. Je citais le fonctionnement de Cigalaire par groupe de travail. C'est là où tous les membres de chaque groupe de travail peuvent aller chercher tous les documents de travail ou bien les documents finaux lorsqu'ils sont finalisés. Donc, je le redis, hein, ces groupes de travail sont vraiment ouverts à tous. Donc, vous voyez, il y a le groupe de travail IDG, SIG Télécom. Je vous laisse lire l'ensemble et n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez rejoindre l'un d'entre eux. Ensuite, ici, on accède plus à la rubrique, je dirais technique, avec les différentes données, les différentes cartes qui sont disponibles et téléchargeables. Donc, vous avez ici l'accès aux cartes, avec notamment la visionneuse dont je parlais tout à l'heure. Alors là, la résolution du vidéoprojecteur ne permet pas de voir le site comme il est sur vos ordinateurs. Ouais. Normalement, on voit mieux que ça. Bon, je l'attendrai par là, peut-être en revenant à l'accueil. Cartothèque. Oui. Donc là, c'est l'ensemble des cartes qui sont disponibles. Donc, je le redis, c'est ouvert à tous. Donc, toutes les thématiques peuvent être abordées. Il y a des outils donc, de visualisation derrière, des possibilités de téléchargement de données. C'est vraiment dédié à l'ensemble de tous les acteurs SIG et non SIG, hein, grand public aussi, pour partager toutes les données d'information géographique. Je vois pas ce qu'il y a sur le... Donc là, j'ai cliqué sur la fiche de métadonnées. Donc ça, c'est un point sur lequel notre administrateur m'a demandé d'insister.
Les fiches de catalogue de métadonnées, c'est vraiment le point d'entrée de l'IDG. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une fiche de métadonnées qui est bien faite, le chargement de vos données va être très très rapide. Donc c'est vraiment le point d'entrée qu'il faut, entre guillemets, soigner, parce que c'est l'élément clé d'intégration facile de vos données dans le portail IDG. Donc on y retrouve les informations essentielles sur chaque donnée, et surtout une information qui est particulièrement essentielle, c'est le nom des contacts et des responsables de la production de ces données. Alors j'aimerais bien atteindre le visualiseur cartographique. Oui, tu as raison. Tu connais mieux le site que moi. Donc je vais dans les données. Rien ne remplace les utilisateurs chevronnés. Voilà, donc là j'arrive dans les données. Et c'est ici, effectivement, que je vais atteindre la visualisation des données. Donc c'est un outil de visualisation classique. J'en ai pris un au hasard. Avec tous les éléments de zoom, de transparence. Donc vous pouvez jouer sur la transparence par rapport au fond. Voilà, les masquer ou pas. C'est vraiment un outil classique de visualisation de données. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Il est là pour ça et il est là pour votre service. Voilà un tour d'horizon rapide. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Si vous avez besoin de conseils, vous pouvez demander à Serge. Il connaît parfaitement le site, je vois. Donc voilà, le message que je voulais vous faire passer, c'est cet outil existe. N'hésitez pas à l'utiliser. N'hésitez pas à nous demander si vous voulez intégrer des données dont vous êtes propriétaire, que vous gérez. On a beaucoup de demandes. On en veut encore plus et on veut vraiment que ce soit un outil complètement partagé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, et c'est particulièrement important, on a un projet de partenariat avec l'ensemble des partenaires des Pyrénées-Orientales, donc le Conseil général, la DDTM, l'Agence d'urbanisme et Perpignan Agglomération, qui, eux, travaillent sur une convention commune de partage des données d'information géographique et qui devraient, si tout va bien, utiliser la plateforme IDG pour échanger ces données. Donc, c'est vraiment un système qui peut aussi être un outil de partage, je dirais, interne. Les données que vous publiez dans l'IDG, c'est vous qui décidez vers qui vous les publiez. Si vous voulez que ça soit grand public en open data, vous pouvez le faire. Si vous voulez que ça soit restreint à un certain groupe d'utilisateurs, un certain nombre d'utilisateurs, on a tous les outils de paramétrage de gestion de droits qui sont nécessaires pour le faire. Donc voilà, donc j'espère que ce partenariat avec l'ensemble des acteurs DPO, des acteurs SIG du DPO, aboutira et que l'outil IDG leur donnera pleine et entière satisfaction. Je vous remercie. Si vous avez des questions, bien sûr, je suis prêt à y répondre. Pas de questions? Non. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la plupart des membres donc des PO qui sont membres de Cigalaire doivent être présents dans la salle. Donc, à mon avis, il doit y avoir pas mal de strates représentées. J'imagine qu'il doit y avoir des communes, des EPCI, des PO qui sont là. Alors, on est effectivement, depuis très longtemps, il y a beaucoup parmi les membres de Cigalaire, il y a tous les départements, il y a la région, il y a les services de l'État, qui sont revenus récemment d'ailleurs officiellement. Notre cible vraiment, c'est d'élargir notamment l'usage de l'IDG aux communautés de communes. Les agglos sont bien présentes, les communautés de communes, on en a, mais on n'en a pas encore énormément. Donc les communautés de communes, les EPCI, les communes aussi, qui sont dotées de SIG, on aimerait les encourager à nous rejoindre et à rejoindre l'IDG parce que c'est encore une cible assez restreinte. Je crois qu'on a actuellement une cinquantaine de communautés de communes réparties sur l'ensemble du Languedoc-Roussillon.
Bien sûr, ce sont celles qui sont dotées de SIG qui nous rejoignent le plus facilement, mais je pense qu'on a encore une voie ouverte très importante pour mieux collaborer avec l'ensemble des EPCI. Oui, c'est un vecteur pour notamment toutes les communes et les petites communautés de communes qui se posent des questions sur le SIG, comment je fais, quelles données. C'est aussi, bon, il y a notre réseau départemental, mais Sigeler, c'est aussi un bon vecteur pour mettre en place ce type d'outils dans les collectivités, de rentrer dans ce réseau-là, parce qu'on se sent moins seul. Quand on n'est pas bien formé, on peut avoir pas mal d'informations, on peut être rassuré sur le fait que c'est pas si compliqué que ça. Et l'IDG va permettre, contrairement au géoportail, contrairement à ces gros géoportails en général, d'avoir des données qui sont nos données d'utilisation quotidienne sur nos territoires et pas des données générales sur toute la France. Donc c'est vraiment la grosse différence avec, parce qu'on me pose souvent la question, mais il y a déjà les géoportails. C'est pas du tout la même utilisation. Là, c'est notre portail à nous, on y met nos données à nous. Et du coup, les données qu'il y a sur l'IDG, on va s'en servir vraiment. C'est pas juste des fonds, c'est pas juste... voilà, c'est une des grosses différences qu'il peut y avoir avec les autres géoportails. Alors, je rajouterais qu'on se rend compte qu'on a de plus en plus aussi un rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et la région nous demande d'accentuer ce rôle sur la période 2014-2020 pour aider justement les communautés de communes ou les communes qui soit n'ont pas d'outils, soit souhaitent en mettre en œuvre, mais n'ont pas forcément l'expérience dans ce domaine. Donc on a un rôle qui va se renforcer, j'en suis convaincu, d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Deuxième point, c'est aussi l'IDG, c'est aussi un outil qui, comme pour toutes les autres plateformes régionales d'ailleurs, puisqu'il y en a de nombreuses en France maintenant, qui est de plus en plus reconnu au niveau national. Par exemple par la FIGEO, l'Association française d'information géographique, par exemple par l'IGN. Il faut savoir que le Languedoc-Roussillon va être la première région à organiser, le 20 juin prochain, une instance que l'IGN souhaitait mettre en œuvre, qui est la commission ou le comité de programmation de l'information géographique. Ça va se faire sous l'égide du SGAR et de la région d'ailleurs. C'est important parce que l'IGN affiche clairement sa volonté de prendre en compte les besoins locaux, ce qui n'a pas toujours été le cas, loin de là. Ça veut dire que nous allons être le relais, votre relais, des besoins des acteurs locaux vers la programmation nationale. Donc c'est un élément capital, nouveau. C'est que par exemple, si on a des besoins à remonter sur la planification des orthophotos ou des prises de vue aériennes, jusqu'à maintenant l'IGN faisait son programme en fonction de ses besoins, là non. On aura notre avis à dire, nos besoins, donc on va être votre relais pour remonter aussi vos besoins. C'est quand même un élément nouveau, très très important, et donc n'hésitez pas à nous faire remonter vos besoins. Je pense qu'il faudrait souligner aussi le fait que ce genre d'association régionale n'existe pas sur l'ensemble des régions. Ça, c'est important quand même de le rappeler. Donc du coup, Sigeler est une certaine référence au niveau régional, que connaissent certaines depuis plusieurs années, mais qui fait un petit peu d'écho, de manière à ce que les nouveaux arrivants, les nouveaux acteurs SIG locaux connaissent assez rapidement l'association Sigeler. Je ne sais pas si on peut rappeler notamment la cotisation, le montant de la cotisation, pour avoir une ordre d'idée par rapport aux données que l'on peut récupérer sur Sigeler. On va faire simple. Cet après-midi, je parlerai de l'ortho-régional qu'on est en train de finaliser. Ortho-régional, coût de l'opération 650 000 €. Pour avoir accès à cette ortho aujourd'hui, les acteurs publics payent une cotisation de 150 € pour les collectivités de moins de 10 personnes, je crois, et 500 € pour les collectivités qui comportent plus d'une dizaine d'agents.
Donc voilà, entre 150 et 500 €, vous avez accès à toute l'orthophoto sur votre zone d'action. Donc l'intérêt de la mutualisation, alors je suis un fervent partisan, d'ailleurs je suis bavard, un fervent partisan de la mutualisation. Je vais reprendre un exemple que j'ai vécu lorsque j'étais au Conseil général. J'ai lancé un groupement de commandes pour, à l'époque, la BD parcellaire, les données cadastrales. Au départ, pour que le Conseil général y ait accès avec possibilité de diffuser les données aux collectivités du département, montant de l'opération 180 000 €. À l'arrivée, on a monté un groupement de commandes avec la DDTM, à l'époque c'était DDE et DDA d'ailleurs, la Chambre d'agriculture, le Conservatoire des espaces naturels et la SAFRLR, j'espère que j'oublie personne. Bref, on était 6. Ça a coûté 90 000 € au Conseil général. Ça a permis à tous les acteurs, y compris le Conservatoire des espaces naturels et la SAFER, qui n'avaient pas les moyens de mettre, moyennant, je crois, 5 000 €, d'avoir accès à ces données. Et puis ça a permis à l'IGN de diffuser largement sa BD parcellaire. Donc c'était une relation gagnant-gagnant-gagnant. Tout le monde était gagnant. Le Conseil général, les partenaires et l'IGN. Voilà, donc c'est un exemple très concret de mutualisation et que l'on s'attache bien sûr à reproduire à l'échelon régional avec Sigalère. Merci Laurent. Donc Yvan, si tu veux venir, on va passer à la suite. Est-ce que vous avez des questions? Par contre, par rapport à cet IDG, s'il y a déjà des gens qui l'ont utilisé, vous avez des interrogations? Non? N'hésitez pas. Hein, l'idéal, ce serait qu'on ne soit pas les seuls à parler. Il y a une personne de plus qui vient d'arriver, qui peut parler aussi, c'est Olivier Cazeille, qui est là. Donc il vient du Conseil général, qui est aussi co-organisateur de la journée. Donc merci à lui. Je crois que tout a été dit en introduction, donc je n'ai pas de commentaire particulier. On va laisser Yvan Marsluff du Conseil général présenter la partie DTDICT. Voilà. Bonjour. Merci. Donc, je vais vous présenter un petit retour d'expérience sur la réforme DTDICT de 2011. Elle se déroulera en 3 volets. Un volet de présentation très rapide de la réforme, parce que bon, la réforme elle commence à être assez ancienne maintenant, puisque 2011 ça commence à faire pas mal. Elle s'applique à tous, donc je vais faire quand même une petite présentation de ce que ça implique pour les collectivités locales. Ensuite, parce que les collectivités locales désormais elles sont impliquées sur 2 volets. Elles sont en tant que maîtres d'ouvrage et exécutants de travaux concernés, elles doivent déclarer. Et en tant qu'exploitants de réseau, elles doivent mettre leur réseau sur le fameux guichet unique. Donc, pour faire simple, au niveau de l'historique, notre service, le service des routes et sa veille juridique nous ont alertés en 2011 de l'apparition de cette réforme, de ce décret d'ailleurs, ministériel. Et donc on a pris contact très rapidement avec l'INERIS, un institut de risque technologique, je crois, qui était chargé par l'État de mettre en place ce guichet unique. Et on est arrivé d'ailleurs un peu tôt, puisque l'INERIS venait juste d'être notifié par l'État de sa mission. Donc il n'avait pas passé encore l'appel d'offres avec l'entreprise qui allait lui mettre en place le téléservice. Et donc on a eu le temps de déplucher la réforme et de voir les conséquences assez importantes, vous allez voir, de cette réforme sur les collectivités territoriales. Alors, donc la première partie, sur l'objet et le contenu de la réforme. Quel impact a ce décret sur les collectivités? Comme je viens de le dire, on est concerné à au moins 2 titres. En tant que maître d'ouvrage et exécutant de travaux en régie, depuis le 1er juillet 2012, on est obligé pour tous travaux
ou études sur le terrain, de réaliser une DT qui dure. Alors, la DT remplace la DR, pour ceux qui connaissaient l'ancienne réforme de 97. Elle remplace la demande de renseignement qui durait 6 mois à l'époque. Elle dure désormais 3, c'est plus court. Et elle est obligatoire. La demande de renseignement était facultative à l'époque. Ensuite, il faut prendre en compte les réseaux existants dans les marchés de travaux et de joindre les réponses des exploitants au DCE. Il faut être garant de la sécurité du chantier, donc y compris former le personnel. Il faut confier enfin à un prestataire qualifié, c'est-à-dire à des géomètres experts généralement, un relevé topographique et géoréférencé des réseaux construits et modifiés, ou modifiés. Et ensuite, en cas d'endommagement des réseaux, s'assurer qu'un constat était bien établi entre l'entreprise et l'exploitant. Donc ça, c'est nouveau. Hein. Ensuite, au niveau exploitant de réseau, puisque les collectivités disposent d'éclairage public, enfin de réseaux considérés comme dangereux, depuis mars 2012, il faut enregistrer les coordonnées de l'exploitant et les informations sur les réseaux. C'est-à-dire qu'il faut s'enregistrer sur le guichet unique, sur le site de l'INERIS. Ensuite, depuis avril, il faut déclarer toute création ou modification de réseau. Et enfin, avant le 1er juillet de cette année, toutes les zones d'implantation des réseaux sur le téléservice doivent être finalisées. Et normalement, à partir de ce moment-là, ce ne sont plus les mairies qui seront responsables des plans de zonage. Or, c'était le cas dans l'ancienne réforme. Donc les mairies seront débarrassées de cette tâche. Donc c'est une obligation, hein, il faut avant chaque travaux aller sur le guichet unique, une obligation légale. Enfin, en tant qu'exploitant de réseau, en fonction du nombre de kilomètres de réseau et de communes traversées, il faut payer une redevance pour faire marcher ce téléservice. Parce que l'Institut national, l'INERIS, a fait appel à une entreprise pour mettre en place le service, et donc il y a un certain coût, et c'est financé entièrement par les exploitants. Ensuite, il faut répondre, quelque chose qui a une grande conséquence, qui va avoir une grande conséquence pour les collectivités locales. Il faut répondre dans un délai de 9 à 15 jours, 9 jours, pas 9 jours ouvrables, 9 jours, 9 à 15 jours, selon la dangerosité des réseaux. Donc, ça veut dire mettre en place un système de réponse rapide, très rapide. Ensuite, en cas de problème, signer un constat contradictoire avec l'entreprise qui a fait les travaux sur ces réseaux. Très important, on va voir après de quoi il s'agit. En janvier 2019, pour les zones urbaines en agglomération, tous les réseaux doivent être géoréférencés en catégorie A. On va aller voir tout de suite après, dans la slide d'après, qu'est-ce que ça implique en termes de précision de relevé. Et en 2026, pour tous les ouvrages sensibles hors agglomération, doivent être aussi référencés ou géoréférencés en classe A. Alors, ces fameuses classes de précision, je vous ai fait un petit schéma d'explication, je ne sais pas si vous le voyez bien, de ce que ça importe. En classe A, un ouvrage, l'incertitude au niveau de la présence de l'ouvrage doit être de 0,4 mètres en XYZ, donc c'est un fourreau, c'est un tube de 40 cm ou 50 selon s'il est flexible ou s'il est rigide. Et donc c'est en XYZ. Donc par exemple un plan avec une profondeur ne suffit pas, puisque évidemment on peut changer la hauteur de la chaussée. Et en changeant la hauteur de la chaussée, on change le XYZ. Donc c'est très contraignant au niveau des relevés. Il faut des relevés GPS, c'est assez contraignant. La catégorie B, on va la voir juste après, elle est entre 0,4 et 1,50 m d'incertitude, toujours en XYZ. Et enfin, la catégorie C, c'est plus d'1,50 m. Ceux qui connaissent les réseaux et les problématiques sur les réseaux vont comprendre que c'est quelque chose qui a beaucoup d'implications en termes de précision. Donc maintenant, je vais passer à la partie déclarant de travaux. Donc les déclarants de travaux, je rappelle, c'est en tant que maître d'ouvrage au niveau de la DT.
bien en amont des travaux, au stade projet, mais aussi en tant qu'exécutant de travaux, entreprise ou régie. Le site du guichet unique est donc un téléservice web dont la couche raster est le géoportail de l'IGN. Et il est assez bien fait d'ailleurs, au demeurant. Sur ce site-là, rapidement, je vais vous montrer les stades de déclaration de l'emprise. Premier temps, on démarre sur l'emprise de la France. Donc bon, on va aller taper le nom de la commune où on a un projet ou un travaux à exécuter. Ensuite, on va, dans un deuxième temps, tracer l'emprise du chantier à l'aide, c'est un polygone en fait, un polygone approximatif de l'emprise du chantier que l'on va réaliser. Ici, c'est l'arrivée de la rocade ouest au niveau de la centrale d'Enrobé. On va donc tracer l'emprise du projet. Et une fois que, alors vous allez voir, je vais le mettre après dans la petite conclusion de cette partie. L'emprise maximale du polygone est de 2 hectares, 20 000 m². 20 000 m², c'est assez petit. Ça a l'air, à l'échelle d'un corps de rue, c'est beaucoup. À l'échelle de travaux hors agglo d'importance, c'est très peu en fait. Donc ça fera partie des défauts de ce site. Et ensuite, une fois qu'on a déclaré l'emprise du chantier, on a la possibilité de choisir entre plusieurs possibilités. La première, c'est la DT, la déclaration de projet de travaux, donc qui est valable que 3 mois, ce qui est assez court. Ensuite, la DICT, pour toute entreprise ou collectivité locale qui exécute des travaux en régie, donc c'est la déclaration de travaux, donc, qui fait suite à une DT, puisque maintenant la DT est obligatoire. Elle peut être conjointe, c'est-à-dire qu'on peut être à la fois, c'est le cas d'une collectivité, on peut être à la fois maître d'ouvrage et exécuter soi-même les travaux en régie. Et enfin, les travaux urgents. Alors j'insiste un peu sur les travaux urgents, c'est pas parce que c'est urgent et qu'on a besoin de l'infrastructure, c'est quand il y a problème sur la continuité du service public, quand justement une route est endommagée par un éboulement par exemple. Quand une canalisation GRDF explose, GRDF va faire une demande de travaux urgents parce qu'il en va de la continuité du service public. Donc voilà, il ne faut pas faire ça fait partie aussi des choses qu'il faut éviter de faire des avis de travaux urgents si ce n'est pas le cas, sinon vous êtes en infraction. Alors au niveau du bilan rapide sur la déclaration des travaux, on va commencer par les points positifs parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Tout d'abord, c'est plus pratique que les plans de zonage en mairie. On n'oublie personne, puisque tous les exploitants de réseau, quels qu'ils soient, privés ou publics, doivent déclarer leur réseau. Donc en traçant l'emprise des réseaux, on voit apparaître tous les exploitants, et on n'en oublie pas. Ensuite, je vais passer rapidement au point négatif, parce que justement, il y en a pas mal. Le premier, je viens de le dire, c'est qu'on ne peut pas dépasser 2 hectares d'emprise de déclaration, ce qui est très peu pour des travaux. Je prends l'exemple, puisque je fais la direction des routes, de travaux routiers. Par exemple, pour la rocade ouest, ça fait à peu près 2 hectares. En étant assez intelligent dans la mise en place des emprises, on doit faire 3, 4 à 5 déclarations que l'on multiplie par le nombre d'exploitants que l'on trouve sur donc une dizaine d'exploitants ou une douzaine d'exploitants en moyenne en agglo. Ça fait beaucoup de dossiers à remplir, quoi, Justement, on en vient au deuxième point. Au niveau du guichet unique, il ne pré-remplit que... Donc, il sort des PDF. Les PDF permettent de mettre le type de travaux. C'est un document CERFA qu'on peut pré-remplir directement sur le PDF. Donc, c'est un PDF qu'on peut modifier. Le problème, c'est que, par exemple, pour le type de travaux, si on a 10 exploitants, on va devoir 10 fois mettre ce qu'on fait comme travaux. Et ce qui sera pré-rempli par le téléservice sur le site, sur le PDF, ça ne sera que les coordonnées de l'exploitant de réseau qu'on va trouver. Donc ça, c'est un petit problème. Ensuite, donc j'en reviens justement à ce que je disais, c'est-à-dire que sur des travaux d'importance et avec un nombre important d'exploitants trouvés, ça pose un sacré problème au niveau du temps de mise en place des dossiers. Ensuite, et là c'est peut-être le plus grave, un paquet d'acteurs, notamment les plus gros, GRDF, ERDF, France Télécom,
sont passés par des prestataires extérieurs, n'ont pas rentré eux-mêmes directement leur réseau ou leurs emprises de réseau, mais passent, y compris pour les réponses, par des prestataires, en l'occurrence Protis, qui est une filiale de RDF et JRDF. Donc eux, ils confient à cette entreprise le soin de répondre à leur place. Et du coup, c'est pas génial. Je vais un peu expliquer un petit peu plus loin. Tout d'abord, les prestataires de ces entreprises-là sont souvent hors délai légal. Donc bon, or c'est les plus gros, or c'est les réseaux les plus dangereux souvent, notamment pour le gaz. Et ensuite, beaucoup plus grave, ça vient. Ces prestataires ont eu une autorisation de la part de l'État de ne pas mettre leur adresse mail en coordonnées d'exploitants, alors que c'est une obligation pour tous les autres. Par exemple, nous, au CG, on a dû mettre une adresse mail de réponse. Eux, ils ont eu le droit de passer par un site tampon, en fait, le site de leur prestataire. Ça donne à peu près ça. Voilà, donc je l'ai entouré en rouge. Juste au-dessous, pour l'exemple, il y a la mairie de Perpignan qui elle, a été obligée, comme nous, de mettre une adresse un courrier mail, donc avec ce que ça implique en termes de réponse. Le RDF, par exemple, a eu le droit par sa filiale Protis d'avoir un site où il faut se réinscrire avec son adresse mail. Donc voilà, avec des réponses qui sont hors délai. Voilà, donc, et avec l'impossibilité, une rupture numérique, puisqu'on ne peut pas l'envoyer par mail directement. Ce que font les gens chez nous, c'est qu'ils l'envoient en fait, à l'adresse courrier en fait, à ERDF directement, ce qui rallonge aussi le délai. Donc, bon. Voilà, donc ça c'est un petit peu dommage. Je vais passer donc au deuxième volet, la deuxième casquette des collectivités qui est exploitant de réseau. Alors on a eu le temps, comme je vous l'ai dit, puisqu'on était assez en amont de la réforme, d'avoir une réflexion sur quoi déclarer. C'est pas simple, je pense que s'il y a des questions après l'intervention, ça sera souvent sur ce point-là. On va dire que nous, on est parti du principe on n'a pas déclaré évidemment les réseaux télécoms, puisque c'est France Télécom qui s'en charge. On n'a pas de réseau de gaz. On a donc déclaré nos réseaux électriques qui partent du compteur EDF jusqu'à l'ouvrage en question. Mais dans la réforme, dans les réseaux concernés, il y a aussi les réseaux d'assainissement enterrés, les réseaux abandonnés aussi d'ailleurs sont à déclarer. Nous, on n'a pas de réseau enterré à proprement parler. On a des bus qui passent sur les routes, par exemple, et donc on a très peu de réseaux non sensibles. On a essentiellement des réseaux sensibles, mais on n'en a pas tant que ça. On a déclaré 51 ouvrages, donc 48 sensibles, 48 donc électriques, sensibles, et 3 non sensibles, qui sont des réseaux d'assainissement et pluviaux. Soit 13 km, c'était assez court, puisque c'est du compteur EDF à notre réseau. Et 18 km de réseaux non sensibles, essentiellement l'espace entreprise Méditerranée géré par la direction des économies et des territoires, voilà, qui ont